Ils sont toujours avec nous, nos chers invités, Louis Kamako, rédacteur en chef de Togo Breaking News, Corneille Norbert Kwasi, analyste politique, et Dominique Lacmont. Il est analyste politique, il est également le secrétaire général et porte-parole du mouvement Force à la foi du Togo, foi plutôt à la force du Togo. Voilà. Allez, on va encore parler un peu du Tchad, puisqu'on n'a pas beaucoup parlé de l'arrestation des jeunes du parti Les Transformateurs de Succès Masra. Alors, Louis Kamako, on va parler plus de l'arrestation. Des arrestations, comment elles se sont passées en N'Djamena? Oui, je le disais tout à l'heure que ce sont des militants qui sont arrêtés en ville parce qu'ils appelaient à manifester. La police les accuse de troubles à l'ordre public. Et sur ça, moi je dis que tout ça, ce n'est qu'un abus d'autorité, un abus de pouvoir, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, la liberté de circuler, la liberté de parole, la liberté d'expression, elle est reconnue dans presque toutes les constitutions au monde. Et si aujourd'hui on arrête les militants juste parce que ils expriment leur désaccord à un projet de dialogue, je pense que ça ne fait qu'envenimer la situation. Et je l'ai dit, la tension, elle est déjà très tendue au Tchad et on ne doit pas contribuer à l'émerger. Et donc aujourd'hui, ce que Mohamed Déby doit faire, c'est d'arriver à faire asseoir tout le monde, c'est d'arriver à écouter tout le monde. Ça va non seulement dans l'intérêt de sa transition, mais également dans l'intérêt du peuple tchadien. Alors oui, Corneille Norbert Kwasi, ces arrestations, je le disais tout à l'heure, elles sont aux antipodes de ce que le pouvoir organise aujourd'hui à N'Djamena. On se souvient, pour ce dialogue, il y a des groupes rebelles qui ne participent pas. Il y a également la société civile, où Akitama n'est pas présente. Maintenant, arrêter les jeunes Tchadiens qui peut-être manifestent contre ce dialogue, c'est mal fait pour le pouvoir de Mohamed Déby. Oui, c'est mal fait pour le pouvoir de Mohamed Déby. Comme vous voyez, les arrestations, c'est pas normal. Les groupes rebelles décident de ne pas assister à ce dialogue. Mais pourquoi Mohamed Déby ne prend pas son armée pour aller les mater, pour les faire venir à la table de négociation? Et parce que les gens s'élèvent, ils manifestent parce qu'ils ne sont pas d'accord sur la manière dont on organise les assises. Vous les prenez, vous les mettez en prison. C'est pourquoi je dis qu'il y a une feuille de route qui a été déjà donnée à Mohamed Déby. Et dans cette feuille de route-là, ils ont compris que tous ceux qui vont troubler cette feuille de route, ils seront arrêtés. Parce qu'aujourd'hui en Afrique, c'est les arrestations et les prisons qui font peur à l'opposition. C'est ce qui fait que certains présidents peuvent rouler sur ce grand boulevard, faire ce qu'ils veulent. Vous comprenez? Donc, arrêter les gens, ça fait partie de leur plan. Ils n'ont pas changé de plan, ils n'ont pas changé de paradigme. La dernière fois, je t'avais dit que ces assises-là ne peuvent pas amener la paix au Tchad. Et je reviens sur... C'est la faute, ça. Parce qu'ils sont en place, ou bien vous voyez... Les responsabilités sont partagées. C'est Hippolyte, non? Non. Dominique a dit ici que le vice-président était incompétent. Nous avons une bande d'incompétents. Il s'est déclaré. Il s'est déclaré incompétent. Il n'est pas jugé incompétent. Mais moi, je dis que Mohamed Déby et son groupe, même ce monsieur qui s'est déclaré incompétent, et ceux qui le suivent, ils sont tous incompétents. Et donc, c'est la manière de faire des incompétents. C'est pourquoi ces assises-là ne peuvent pas marcher. C'est pourquoi, quand les gens sont incompétents, ils n'ont pas la matière grise de réfléchir et de dire qu'on ne doit pas mettre des marcheurs en prison. Les groupes rebelles sont là. Il faut les chasser du Tchad. Tu ne peux pas les chasser depuis des années. Mais tu préfères mettre des civils en prison. C'est l'incompétence qui rend ces autorités tchadiennes-là de la sorte. Ça veut dire que il va les faire sortir après. Parce qu'il veut les effrayer. Mais il veut effrayer non seulement le peuple, effrayer la classe politique. Ceux qui ne veulent pas venir à cette assise, de venir s'asseoir autour de cette table-là, qui est déjà biaisée, pour les faire comprendre que nous voulons la paix, vous voulez pas la paix. C'est ce qu'ils vont dire, que la classe politique et l'opposition ne veulent pas la paix, c'est eux qui veulent la paix. Or pourtant c'est eux qui ne veulent pas la paix, mais la classe politique veut la paix. On te dit simplement de dire, est-ce que tu seras candidat ou pas? Est-ce que ça c'est de la mer à boire?
si tu penses que tu es venu pour aider ton pays. C'est simple à dire. Oui, et Dominique, vous citez avec le Tchad. Oui, pour terminer, moi, je ne reste pas dans le souci de coup d'État ou ceci. Moi, je suis, comme je le vois, je sais que si les autorités qui devaient remplacer Idriss Déby, le défunt, le président de l'Assemblée nationale, font une réclamation ou une revendication là, moi je devais comprendre leur analyse. Les Tchadiens se sont dit que Mahamat Déby, qui est actuellement le fils de l'ancien président, c'est lui qui peut leur arranger la situation. Lesquels, Dominique? Les autorités tchadiennes qui devaient... Les forces, mais en fait, c'est quoi vous parlez de la Constitution? La Constitution devait permettre aux autorités, à certaines autorités de venir au pouvoir, qui sont déclarées incompétentes. Le peuple. Et il fallait maintenant que l'armée prenne sa responsabilité et dans ce conseil, c'est tombé sur le fils du président. Ça, nous devons l'accepter. C'est les Tchadiens qui l'ont dit. C'est pourquoi il faut avancer. D'ailleurs, pourquoi je disais tout à l'heure à Corneille. Je reviens. Actuellement, on lui a conféré tous les pouvoirs de diriger la Il est le président. Oui. Mais il ne va pas diriger le Tchad dans l'anarchie, dans le désordre. Il y a certains principes qu'il faut respecter. Et lui-même, il vient de l'anarchie et le désordre. De l'anarchie et du désordre. Il a déjà démontré. Et c'est ce qu'il veut dire. Il dit, avec l'arrestation des opposants... On lui a accepté, conféré le pouvoir, mais il faut qu'on lui donne le temps de diriger. Et il ne va pas diriger le Tchad dans l'anarchie. L'autre fois, j'étais ici, j'ai critiqué quand même sa gestion du pouvoir. Mais actuellement, s'il a su son autorité pour diriger le Tchad, il a appelé à un dialogue. Il faut que l'opposition et les autres qui sont puissent participer et dire ce qu'ils pensent. Mais rester en dehors de cet appel de dialogue et réclamer certaines choses, ça veut dire que le dialogue n'a plus son sens. Si on veut aller discuter, c'est parce qu'il y a des choses qu'on va aller se dire. Mais c'est dire des choses en avance avant de participer. Mais quand on sera au dialogue, qu'est-ce qu'on va se dire? Ce n'est plus un dialogue. C'est ce que moi je suis en train de dire. Il fallait que les opposants comprennent et l'appel du vice-président. L'appel du vice-président et aller déposer les réclamations au cours de ce dialogue que de rester en dehors pour utiliser la jeunesse et tout ça. Après tout, c'est la jeunesse qui perd. Allez, on va quitter N'Djamena pour Ouagadougou. Le Burkina Faso commémorait ce jeudi 1er septembre en différé la journée internationale du souvenir aux victimes du terrorisme. Depuis 2015, le pays subit le diktat des groupes armés qui occupent au moins 40% du territoire burkinabé. Les familles des victimes en ont profité pour essayer d'attirer l'attention du président Paul-Henri Sandaogo Damiba sur les mesures de prise en charge médicale et surtout financière des blessés et des familles des victimes du terrorisme. Alors Louis Kamako, on vous retrouve. D'abord, on va parler de cette journée de souvenir le 1er septembre, même si c'est en différé. Alors, le terrorisme gangrène le Burkina Faso, un pays frère. Oui, c'est ce qui est, en fait, le terrorisme, c'est un sujet principal là-bas au Burkina Faso. Tu l'as dit, ça fait plus de 10 ans et que ça fait que 40% du territoire est occupé par les terroristes. C'est ce qui fait qu'à la dernière élection présidentielle qui a vu la victoire du Roch Christian Kaboré, les élections n'ont pas eu lieu dans toutes les villes ou bien dans toute l'étendue du territoire parce que certains bureaux de vote n'ont pas pu ouvrir compte tenu des menaces des terroristes et des attaques djihadistes ici et là. Donc aujourd'hui, c'est dans ces conditions-là que Henri Damiba a essayé de faire un coup d'État à son président parce qu'il était l'officier sous l'ère Christian Roch Kaboré. Et donc depuis un moment, il essaie vaille que vaille de faire ce qu'il reprochait. En fait, il essaie de relever le défi que Christian Roch Kaboré n'a pas pu relever. Mais sauf que, quoi qu'on dise, ou bien à l'heure du bilan, on remarque que lui aussi, il fait du surplace, même si ces derniers temps, il est en train d'explorer quelques pistes diplomatiques parce qu'il a été annoncé ou bien il était tout récemment au Togo selon son porte-parole où il a en visite discrète au Togo où il s'est entretenu avec le président Faure Gnassingbé où ils ont défini une ligne commune de lutte contre le terrorisme parce que depuis longtemps ou bien depuis que les attaques terroristes ont commencé à jaillir dans le Nord Togo,
tous les regards sont tournés justement vers le Burkina Faso, vers Damiba, qu'on pense qu'il n'arrive pas à maîtriser les terroristes, et c'est ce qui fait que le débordement des terroristes au Burkina Faso a fait que le Togo est attaqué. Donc à un moment donné, il a compris les critiques et il essaie maintenant d'explorer quelques pistes, quelques voies diplomatiques pour justement combattre ce fléau. Mais je pense que le sujet en soi, tel qu'on le dit, ça concerne les victimes qui réclament quelque chose au président Paul-Henri Sandaogo, oui, d'Amiba. Oui, justement. Et donc, c'est-à-dire que c'est un autre problème aussi, ça. Parce que non seulement il faut combattre aujourd'hui les djihadistes, mais aujourd'hui, il faut prendre en compte les victimes du terrorisme. Du terrorisme. Donc, ça veut dire que c'est une guerre sur deux fronts. C'est une guerre de front aujourd'hui et ça évite beaucoup de moyens. Mais ce qu'il faut noter, c'est que ce n'est pas que les victimes sont laissées pour compte. Parce que ce qu'ils demandent, c'est le recadrage de la gestion financière de ces victimes-là. Financière et médicale. Et médicale, parce qu'il est noté que les victimes sont prises en charge, c'est-à-dire qu'il y a certaines sommes qui sont allouées à ces victimes-là. C'est seulement que les destinataires n'en bénéficient pas. Donc aujourd'hui, on souhaite que l'État ait un œil regardant, un œil responsable sur la gestion justement de ces fonds-là. Donc je pense que c'est une recommandation et comme l'a dit le porte-parole ou bien le ministre, il va remonter l'information à Damiba qui justement aura une autre responsabilité à assumer. Alors Corneille Kouassi, c'est un pays que vous maîtrisez très bien aussi, le Burkina Faso. Vous faites souvent des tours dans ce pays et vous voyez ce qui se passe véritablement sur le plan terrorisme. Est-ce que vous avez l'impression que les familles des victimes sont délaissées ou bien, comme l'a dit tout à l'heure mon cher confrère Louis Kamako, c'est la traçabilité de ce qui est fait par le gouvernement qui n'est pas aussi vérifié? Ce que lui vient de dire, moi ça me fait mal parce que un État sérieux ne peut pas se comporter de la sorte. Comment un président de la République va ordonner à son ministre de dégager de l'argent pour des corps habillés qui ont défendu un pays contre le terrorisme et cet argent n'arrive pas à bon port? C'est des pays qui ne sont pas sérieux. Nous sommes dans des États qui ne sont pas sérieux. C'est des républiques bananières. Le Burkina est une république bananière pour le moment. Mais ce n'est pas sérieux. Quand les Blancs entendent ça, quand le reste du monde entend ça, ils vont vous juger comment? Quand les Français entendent ça. Je ne parle pas des Français. Il y a des choses qu'on peut accuser les Français. Il y a des choses qu'on n'a pas à accuser les Français. Vous comprenez? Je ne peux pas comprendre qu'on donne l'argent. Le président donne de l'argent. Il y a combien de victimes? Où le président ne peut pas prendre son véhicule et aller chez les parents des victimes. Il y a combien? C'est des milliers? Même si c'est des milliers. Il fait la revue des troupes chaque fois, non? Pour aller chez des parents, pour leur dire, est-ce que vous avez reçu l'argent? Ou bien tu prends toute ton équipe, vous prenez l'argent, vous allez les donner, ce n'est pas des milliards. C'est mal de voir le président donner l'argent à son ministre ou bien à quelqu'un pour donner aux victimes. Ça se fait partout aussi. Maintenant, c'est la traçabilité. Oui, ça se fait. Et quand ça n'arrive pas, avant de venir prendre un pays, avant de venir t'asseoir sur le fauteuil présidentiel, ça veut dire que tu connais le mal de ton pays. On ne peut pas venir comme ça dans le billard, venir s'asseoir. Il y a des mots qui se trouvent dans le pays qu'il faut corriger. D'abord, ce n'est pas que depuis qu'il est au Burkina, quand on donne l'argent, ça n'arrive pas à bon port. Il doit le savoir. Donc quand tu sais que les gens fonctionnent de cette manière, tu prends tes dispositions. Je vais louer toujours les mérites du président Talon. Je le dis toujours. Les travaux qu'on fait, il emprunte sa voiture et il va sur le terrain pour voir ce que les gens sont en train de faire. Parce que il sait que ceux qu'il fait confiance là, il peut le mettre le bâton dans la roue. Donc il faut que lui-même, il aille vérifier. Et comme les ministres, comme les DG, les directeurs savent que c'est comme ça que nos chefs d'État fonctionnent, ils ont peur de détourner l'argent. Parce que tu ne sais pas à quel moment il va arriver sur le terrain pour te contrôler. Mais tu es assis au palais de Koussiam, tu donnes de l'argent à certaines personnes. Et aujourd'hui, on ne sait pas où l'argent est arrivé. Et le ministre dit qu'on va remonter. Si le citoyen lambda sait que cet argent a été détourné, c'est celui qui est assis à Koussiam qui ne sait pas.
il va falloir que ceux qui ont fait cela, on puisse les arrêter sur le champ pour que ces parents-là sachent que le président Dabiba a donné de l'argent. Mais si ce n'est pas le cas, que c'est une ruse, parce qu'ils sont tous dans leur position, leur manière de faire, la ruse. Vous allez voir au bout que le président Dabiba n'a rien donné. C'est une ruse. Celui qui a pris l'argent là, pourquoi on ne peut pas citer son nom? D'ailleurs, le président était présent, hein, les familles. C'est-à-dire qu'il n'a même pas donné au ministre. C'est-à-dire que le ministre même ne sait même pas. Parce que maintenant que le ministre sait, il dit qu'il va remonter l'information. Vous voyez un peu où ça vient? Le ministre là, il ne peut pas me dire que le ministre en charge de remettre cet argent là ne sait pas qui il a remis l'argent. Pourquoi on ne peut pas dire le nom de la personne qu'on a remis l'argent? Soyons sérieux dans ce qu'on fait. On a trop de problèmes sur le chiquier international pour que ces petits problèmes au sein de nos nations, on ne puisse pas les résoudre. Un pays comme le Burkina, qui vit dans la pauvreté absolue, les gens peuvent détourner de l'argent comme ça. Ce n'est pas normal. Il faut que ces victimes-là soient dédommagées. Et ceux qui ont pris l'argent, il faut qu'on les mette en prison. C'est tellement simple. Allez, on va marquer la petite pause avant de retrouver nos chers invités, surtout Dominique Lacmo, qui n'a pas encore parlé sur le Burkina Faso.